Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Que s'est-il passé en Principauté? La réponse dans ce sommaire. Un retour sur la victoire après prolongation de la Roca Team en déplacement en Lituanie, une victoire qui fait du bien après 5 défaites consécutives en Euroleague. Un nouveau scanner a été inauguré ce jeudi par le Prince Albert II au centre cardio-thoracique, un scanner plus performant et plus rapide pour diagnostiquer certaines maladies cardiovasculaires. Elle s'appelle Mélanie Dupuis et est devenue la nouvelle présidente de la Jeune Chambre économique de Monaco. Elle sera notre invitée. Mélanie Dupuis rappellera les missions de la JCE et les perspectives d'avenir. Monaco-Alexandrie, le grand détour, ville-monde et surréalisme cosmopolite. C'est le nom de la prochaine exposition à découvrir à la Villa Saubert. Nous recevons d'ailleurs le commissaire de l'exposition et vous allez le voir, c'est un dialogue entre Monaco et Alexandrie, entre deux villes-mondes aux liens méconnus qui se sont tissés au cœur du XXe siècle. Et enfin, José Sacré nous présentera le deuxième spectacle du Monaco Dance Forum, Hamlet, interprété par une compagnie de danse italienne qui a pour nom Imperfect Dancer Company, que l'on pourrait traduire par une compagnie de danseurs imparfaits, mais vous allez le voir, de la différence naît la perfection. C'était le premier match de la Roca Team sous l'ère Sacha Obradovic, un déplacement à Kaunas, 2 jours après sa prise de fonction. Monaco a dû batailler jusqu'en prolongation pour s'offrir une victoire en Euroleague qui fait du bien et bien sûr qui était en direct sur Monaco Info. Yannick Debever et Alexandra Marangoni étaient sur place dans la très chaude Jalgirio Arena. Dans chaque combat épique, il faut un héros, et même si c'est une véritable force collective qui s'est dégagée de cette victoire, Mike James en a été le grand artisan. Le meneur américain a battu son record de passes décisives en carrière avec 14 offrandes, dont 8 dans la seule première mi-temps. Le match commence avec beaucoup d'intensité de la part des deux équipes qui se trouvent être très proches dans le jeu et au tableau d'affichage. Le Lituanien Donatas Motiejūnas se met en route dans ce match très spécial pour lui. À la fin du premier quart-temps, Monaco est devant d'un tout petit point et gardera l'avantage jusqu'à la mi-temps. Yacouba Ouattara imite Mike James et délivre des caviars. Offensivement, c'est un véritable récital collectif. Tous les joueurs, sauf Rob Gray, ont inscrit au moins un panier. L'Américain se mettra en route en deuxième mi-temps dans laquelle il inscrira 12 points. Au troisième acte, Monaco est dans le dur, acculé par le très beau jeu proposé par Kaunas. Les Lituaniens infligent un 13-5 en début de quart-temps et le finissent avec un 12-2. Au final, avec 5 points d'avance à la mi-temps, Monaco se retrouve 9 points derrière alors qu'il reste 10 minutes à jouer. Plus de son, plus d'image, un énorme trou d'air. La réaction ne se fait pas attendre côté monégasque avec un 14-2 en 3 minutes qui leur permet de repasser devant. Ce dernier carton sera celui des Américains et l'on pourrait croire qu'ils ne sont jamais aussi bons que sous pression. Mike James d'abord, Rob Gray sans aucune hésitation ensuite. Le sang-froid de Bacon sur ce 3 points et que dire du calme olympien de Will Thomas dans le Money Time, qui met ses lancers francs sous la bronca du public de Kaunas. Žalgiris survit dans ce quart-temps et dans les dernières secondes arrache la prolongation dans une ambiance de folie. 95-95, il ne pouvait en être autrement. Les deux équipes sont vraiment du même niveau. C'est parti pour 5 minutes de bonheur supplémentaire. Mais le bonheur sera seulement du côté monégasque qui entame cette période supplémentaire avec un 6-0. Kaunas ne met plus dedans, perd des ballons et Mike James s'occupe de tuer le match. 12-3 dans la prolongation, 107-98 score final. Monaco a tenu dans ce genre de match qu'ils avaient l'habitude de perdre jusqu'alors. Sérieusement, c'est une victoire très importante pour nous. Je dirais que c'est un nouveau début. On a vu des belles choses, on a joué un peu mieux collectivement en attaque. Défensivement, il y a encore quelques erreurs, mais l'intensité est là et la volonté est là, donc pour l'instant, c'est l'essentiel. 2 faits marquants dans ce match côté Monaco, le record de points marqués pour une équipe cette saison en Euroleague, et puis les stats de Mike James, 20 points, 5 rebonds, 14 passes décisives pour 31 d'évaluation. Il est d'ailleurs co-MVP de cette 15e journée avec Vasilije Micić. Seule ombre au tableau, la blessure de Paris Lee dont on ne connaît pas encore la gravité ni la durée d'indisponibilité. Vous l'aurez compris, peu de chances que Paris Lee fasse partie de l'équipe pour le match de vendredi, salle Gaston Médecin, toujours en Euroleague, mais cette fois face au Zénith Saint-Pétersbourg.
Nous retrouvons Christine Datomel pour un premier point sur l'information avec du changement au cabinet Princier. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. À la suite de la récente nomination de Laurent Anselmi en tant que chef de cabinet du Prince, une nouvelle composition a été annoncée ce jeudi. Le cabinet Princier, qui prendra officiellement ses fonctions le 17 janvier prochain, est constitué donc de Laurent Anselmi et de 2 conseillers, Sophie Vatrican et Isabelle Costa. Cette nouvelle composition comprend également un chargé de mission, Guillaume Pastor, et un rédacteur, Julie Donati. Quant à Emmanuel Falco, il est nommé premier conseiller privé du souverain et David Tomatis, conseiller privé auprès du prince. Nous vous annoncions dernièrement le départ à la retraite de Georges Lysimachio, auquel s'ajoute aujourd'hui celui de Richard Milanesio. Anne-Marie Boisbouvier succède à Yvette Lambin-Berty en qualité d'ambassadeur délégué permanent à l'UNESCO. Le Conseil national vient de voter plusieurs textes. Oui, il s'agit de 4 textes, Fabien. Le premier concerne un projet de loi encadrant les médecines douces. Selon l'OMS, ces pratiques concernent aujourd'hui 40% de la population et visent à développer des procédés naturels qui viennent soigner les petits maux du quotidien. L'objectif, reconnaître ces pratiques et les encadrer pour qu'elles puissent être exercées en toute légitimité en principauté. Un second texte visant à renforcer la protection des victimes d'infractions sexuelles et en particulier les mineurs a également été voté. Un troisième projet de loi visant à faire évoluer la commission de contrôle des activités financières en termes d'agrément, de contrôle et de sanctions était également à l'ordre du jour. Et pour finir, un projet de loi attendu depuis longtemps par les pharmaciens de Monaco. Désormais, seuls les pharmaciens de nationalité monégasque pourront créer des officines de pharmacie en principauté. Une opération de promotion touristique aux Émirats arabes unis. En effet, la direction du tourisme et des congrès a récemment réalisé à Dubaï et à Abu Dhabi une opération de promotion à destination d'une sélection d'intermédiaires du tourisme des marchés moyens orientaux. Cette opération visait à promouvoir les hôtels 5 étoiles de la principauté auprès de marchés essentiels à ces établissements. Les ballets de Monte-Carlo sont contraints d'annuler un déplacement. Oui Fabien, suite à l'apparition de cas de Covid au sein de la compagnie des ballets de Monte-Carlo et afin de suivre la mise en place du protocole sanitaire pour les cas contacts, les ballets de Monte-Carlo ont dû malheureusement annuler le déplacement à Venise qui était prévu du 15 au 19 décembre. Par contre, les représentations de Casse-Noisette prévues du 28 décembre au 5 janvier à Monaco sont à ce jour maintenues. Nous reparlerons de danse en fin de journal avec la suite du Monaco Dance Forum. En attendant, un nouveau scanner a été inauguré ce matin par le Prince Souverain au centre cardio-thoracique, une version plus performante qui offre de nouvelles perspectives dans les diagnostics de certaines maladies cardiovasculaires. Les explications dans ce reportage d'Alexandra Pani et Olivier Bonello. Au 3e étage, un nouvel appareil attise la curiosité ce matin. Il est pourtant en service depuis début septembre. Le scanner à comptage photonique offre une nette amélioration des images et permet un diagnostic plus rapide et plus précis. Dans un premier cadre, c'est pour éliminer une maladie coronarienne. Alors chez les patients qui ont des symptômes atypiques, qui ont des examens indirects comme les tests d'effort, scintigraphie d'effort, échographie d'effort qui sont douteux et pour lesquels on a une probabilité de maladie coronarienne a priori qui n'est pas très élevée. Et c'est pour ces personnes-là que le scanner peut être considéré maintenant comme l'examen de première intention pour éliminer une maladie coronarienne. Bien souvent, lorsque la probabilité de la maladie coronarienne n'est pas très élevée, on peut maintenant proposer le scanner en première intention et chez ce patient par exemple qui avait une dilatation de l'aorte, on a pu vérifier en préopératoire que les coronaires étaient normales et donc le patient peut être opéré sans acte invasif, sans cathétérisme préalable. Et les applications futures sur lesquelles on compte beaucoup, ce sont 2 choses essentiellement, c'est l'analyse de la plaque d'athérome qui ne peut être pour l'instant, qui ne sera a priori donnée que par le scanner et par aucune autre technique. Donc on va pouvoir, on espère, analyser la plaque d'athérome avec ses différents composants et pouvoir déterminer à partir de là les plaques qui sont potentiellement instables, qui sont potentiellement dangereuses, des plaques qui sont stables selon leur composition
anatomopathologiques. Donc ça, c'est l'étude plus fine de la plaque, ce que ne fait pas la coronarographie, ne pourra pas faire dans l'avenir, et ce que pourra faire le scanner. Depuis 3 mois, 960 examens ont été réalisés, 58% concernent la cardiologie. Le centre monégasque est le premier centre privé au monde à utiliser cet appareil dans le cadre clinique quotidien. Une réelle avancée pour les patients en principauté et dans la région. Cet équipement qui permet d'améliorer, qui passe d'une étape d'imagerie à une étape de diagnostic, concourt à une meilleure prise en charge de nos patients par, on l'espère, éviter des gestes qui pourraient être plus invasifs. Donc c'est, et pour le patient et pour l'ensemble de la communauté, c'est une avancée technologique importante. Une technologie aux multiples avantages pour le patient, une technique non invasive avant tout, qui permet également de réduire la dose de rayonnement et de produits de contraste injectés pour une meilleure tolérance de la part des patients. La présence de ce nouveau scanner vient renforcer l'innovation du plateau technique déjà très performant du centre cardiothoracique de Monaco. Vous venez de découvrir une étape de plus dans la prise en charge des patients au centre cardiothoracique. Elle vient de prendre la présidence de la Jeune Chambre économique. C'est tout frais, la passation officielle date d'hier au soir. Mélanie Dupuis, bonsoir. Bonsoir. Vous succédez à Marion Solaire qui a effectué un mandat de 2 ans. Avant de parler de vos projets, qu'est-ce que la Jeune Chambre économique a fait pendant ces 2 années de crise sanitaire, pendant cette période assez complexe ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a profité dans un premier temps du temps qui nous était accordé, qu'on n'a pas forcément les années classiques, pour repenser notre mouvement, donc avec l'ensemble de nos membres, pouvoir créer de nouveaux événements. Et donc cette année, on a pu lancer 2 nouveaux événements Jeune Chambre, comme Innov Inside, des partages d'expériences, des Success Lunch, donc beaucoup de choses. On a mis le temps à profit. Et quelles sont maintenant vos priorités? Quels seront vos axes à la présidence de la Jeune Chambre économique? Une de mes priorités, c'est donc de pouvoir concrétiser tout le travail et ces nouveaux projets qui ont été élaborés par nos membres, donc pour pouvoir leur donner de l'ampleur et que ça devienne les nouveaux rendez-vous de la Jeune Chambre de demain. Donc ça sera une des premières choses. Ensuite, on travaille actuellement là sur le plan d'action, l'agenda 2022 pour pouvoir rééquilibrer nos actions, pouvoir avoir un bon impact aussi auprès du public. Et puis pour nos membres, toujours apporter plus de transversalité entre les équipes, avec aussi notre conseil d'administration, pour pouvoir travailler tous ensemble au sein de notre mouvement. Il va y avoir des rendez-vous intéressants? Oui, toujours. Donc, nous avons nos petits déjeuners conférences qui sont des rendez-vous maintenant connus et reconnus en principauté. Et puis, à côté de ça, 2 nouveaux événements. Innov Inside, qui est un de nos nouveaux événements, dernière arrivée, et qui permet au sein des entreprises de faire émerger 2 nouveaux projets. Donc, c'est un projet d'intrapreneuriat à côté de nos projets classiques tels que le concours de création d'entreprise et puis notre gala de fin d'année, les trophées. D'accord. Un mot sur votre équipe, sur cette nouvelle équipe? J'ai la chance d'être très bien entourée l'année prochaine, une équipe mixte, des membres qui ont un regard neuf, qui auront aussi le soutien de membres expérimentés. J'ai même 2 anciens présidents qui me soutiennent et qui font partie de mon conseil d'administration. Une équipe très dynamique, très enthousiaste, et j'ai la chance de les avoir à mes côtés et de pouvoir travailler tout au long de l'année prochaine avec eux. La Jeune Chambre économique est véritablement intégrée dans le système économique institutionnel de la Principauté. À quel point vous comptez, quel est le poids de la Jeune Chambre économique sur l'économie de la Principauté? Nous avons la chance d'avoir un lien très fort avec les institutions monégasques et d'être un vrai lieu de rendez-vous. On l'a vu cette année, l'annonce de certains projets de loi ou de nouvelles lois. Donc on a vraiment cette chance et puis notre mission, c'est vraiment d'œuvrer au développement de l'attractivité économique de notre territoire. Donc moi, c'est une des choses aussi qui ont fait que j'ai eu envie de m'investir au sein de notre beau mouvement, c'est de pouvoir œuvrer au développement de l'économie de notre principauté. Prochaine date, prochain rendez-vous pour la Jeune Chambre économique? Nous aurons le premier petit déjeuner conférence en février, nos Success Lunch, donc les nouveaux rendez-vous entre membres, qui se feront donc les 3e jeudis du mois à partir du mois de janvier et ensuite tout un tas d'événements qui s'enchaîneront. Mélanie Dupuis, félicitations et puis merci. Merci.
Nous vous retrouvons, Christina, pour la suite de l'actualité en bref. De quoi voulez-vous nous parler à présent ? Eh bien Fabien, on va parler des fêtes de fin d'année et de bonnes actions. Pour ce faire, il suffit simplement de faire scintiller de 1000 feux le grand sapin qui se trouve au cœur du village de Noël. À chaque don, une lumière est allumée sur l'arbre, un geste porteur de sens et d'espoir pour soutenir les actions défendues par la Croix-Rouge monégasque et par Fightets Monaco. Le concert de Noël de l'Orchestre Philharmonique approche à grands pas. Oui, un Noël sur les instruments avec Marc-Antoine Charpentier et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui se tiendra le dimanche 19 décembre à 16h à la cathédrale. Au programme, les bourgeois de Chastres. Où s'en vont ces gai bergers ? Or, nous dit Marie, à la venue de Noël et une jeune pucelle. Un pass sanitaire sera demandé à partir de 16 ans et le port du masque est bien sûr obligatoire pour assister au concert. À noter également que pour des raisons de contraintes organisationnelles liées à la situation sanitaire actuelle, le concert jeune public Je suis Albert, prévu le mercredi 19 janvier à l'Auditorium Régnier 3, est reporté au dimanche 23 janvier à 16h. Et puis, si votre hôte de Noël n'est pas encore entièrement rempli, le Logoscope, le laboratoire de recherche et de création des artistes de Monaco, vous propose des créations en édition limitée. Juste avant les fêtes, les artistes fédérés du Logoscope et des créateurs invités proposent des céramiques, des dessins, des photographies, des bijoux, des bougeoirs ou encore des cahiers d'artistes. De quoi trouver des idées de cadeaux pour Noël. La vente se tiendra jusqu'au 2 janvier aux ateliers du Logoscope de place de la Crémaillère. Christina, vous avez assisté à la présentation d'une exposition à découvrir demain à la Villa Saubert. Son nom, Monaco-Alexandrie, le grand détour, ville-monde et surréalisme cosmopolite. Eh bien, voici votre reportage. Ville-monde et surréalisme cosmopolite, l'exposition Monaco-Alexandrie, le grand détour, tient toutes ses promesses en proposant un voyage dans le temps. Construite dans un dialogue entre deux villes emblématiques, Monaco et Alexandrie, toutes deux de chaque côté de la Méditerranée, une sorte de territoire commun où va se jouer une création artistique à la fois surréaliste, en marge du surréalisme, reconnue par le surréalisme, réunie autour du cosmopolitisme. Vous avez des artistes tels que Mayo, tels que Rafa, qui viennent justement d'une histoire égyptienne, qui viennent d'une histoire cosmopolite. Vous avez aussi des artistes comme Van Dongen, Kees Van Dongen, qui a habité à Monaco, qui a voyagé en Égypte et qui aussi participe à cette exposition. Et donc ce sont des allées et venues en prenant des chemins de détour, passant par l'Italie, la Grèce, pour présenter toute une scène artistique à la fois liée au surréalisme, à la fois liée à tout ce qui est l'onirisme. Une grande production d'œuvres littéraires du XXe siècle à nos jours est également présentée, une exposition comme une invitation au voyage qui prend des chemins de traverse pour découvrir aussi une autre histoire de Monaco. À travers le moment où Léonore Fini, André-Pierre de Mondiargues et Stanislao Lepris s'installent à Monaco à la période après-guerre. Ils s'y installent parce qu'ils fuient un contexte qui est difficile pour la création et ils trouvent refuge ici et vous pourrez donc découvrir aussi toute leur création à ce moment-là, à cette période monégasque précise, notamment autour d'un recueil, Les années sordides, écrit par André-Pierre de Mondiargues. Une exposition exceptionnelle donc qui présente plus de 300 œuvres issues des collections du nouveau Musée national de Monaco, mais aussi grâce à celles de particuliers et de nombreuses institutions muséales et culturelles de la Principauté, mais aussi de France. Une exposition qui ouvrira ses portes demain à la Villa Saubert et que vous pourrez découvrir jusqu'au 2 mai. Et nous sommes avec le commissaire de cette exposition, Morad Montazami. Bonsoir. Bonsoir. On l'a dit, cette expo s'intitule Monaco-Alexandrie, le grand détour, ville-monde et surréalisme cosmopolite. Si vous deviez définir le concept de cette exposition, qu'est-ce que vous diriez ? Disons que c'est avant tout une exposition qui essaye de proposer une cartographie intime des carrefours méditerranéens du XXe siècle, et notamment des aires méditerranéennes aussi méconnues fut-elles, en tout cas à l'ère de notre histoire contemporaine,
où la notion de cosmopolitisme artistique et de ville-monde s'est forgée. Et en l'occurrence, Monaco et Alexandrie, à deux échelles très différentes, mais comme j'espère le montrer dans l'exposition, totalement concomitantes, sont véritablement les acteurs et les témoins de cette émergence de la ville-monde, et donc d'une modernité globale, mais pensée depuis le sud de l'Europe, et aussi la Méditerranée orientale de manière générale, avec le rôle prépondérant de l'Égypte dans cette histoire méditerranéenne. Et qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de ville-monde? Vous dites qu'Alexandrie et Monaco sont deux villes-mondes, c'est-à-dire? Alors l'émergence de la ville-monde entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, elle s'explique à travers l'essor du tourisme, tout simplement, d'où aussi le petit jeu de mots dans le titre de l'exposition, le grand détour, puisque quand les intellectuels français du 19e siècle faisaient le tour de l'Italie pour en découvrir les merveilles, ils appelaient ça le grand tour. Et donc nous, si on fait un grand détour, c'est pour pouvoir justement révéler d'autres villes-mondes que celles qu'on connaît habituellement, qui sont Rome, Paris, New York, Londres. En l'occurrence, dans les villes-mondes propres à la Méditerranée, on a un essor à la fois du tourisme, mais d'un tourisme intellectuel, un tourisme au croisement justement des avant-gardes artistiques, et puis un essor aussi de tous les spectacles, la vie nocturne, les bars, les cafés, les ballets, les opéras, et finalement toute une élite culturelle aux marges de laquelle des artistes plus électrons libres et plus excentriques ont pu aussi évoluer, que ce soit des artistes effectivement réfugiés à Monaco pendant la Seconde Guerre mondiale, comme Léonore Fini, Stanislao Lepri, qu'on trouve dans l'exposition et qui avaient fait de Monaco un petit refuge surréaliste, ou à Alexandrie, où il y avait une génération d'intellectuels, de cinéastes, de chorégraphes et d'artistes absolument exceptionnels, justement dans des villes qui devenaient des villes-mondes sans en avoir nécessairement la réputation, puisque, encore une fois, Paris, Rome ou Londres étaient beaucoup plus connus ou mis en avant, alors que finalement il y avait un cosmopolitisme encore plus grand et encore plus débridé, encore plus internationaliste qui pouvait se dérouler à Monaco ou Alexandrie. Parlez-moi des artistes donc, qui seront représentés dans cette exposition et ce que l'on va pouvoir découvrir dans l'exposition. Alors vous avez des artistes comme Mahmoud Saïd, qu'on peut voir derrière moi actuellement, qui sont des pionniers de l'art moderne en Égypte et notamment ancrés dans la ville d'Alexandrie dans les années 30, un petit peu la décennie dans laquelle s'inventent tous les courants et les tendances qui vont faire justement l'avant-garde transnationale et méditerranéenne. Ces artistes comme Mahmoud Saïd, comme Samir Rafa, comme André Lotte, aussi pour parler d'un artiste français qui avait beaucoup de liens avec les artistes égyptiens, qui avait voyagé en Égypte, rencontré les artistes égyptiens et parfois même pris sous son aile. On va aussi retrouver encore d'autres générations d'artistes surréalistes comme Ramsès Younan, Kamel El Telmisani, Marguerite Nakhla, et encore beaucoup d'autres. Et encore une fois, les artistes qui ont émergé du côté de Monaco et du sud de la France, Léonore Fini, Stanislao Lepri, André-Pierre de Mandiargue, et on découvre aussi des poètes et des poétesses comme Joyce Mansour, qui était cette poétesse ayant grandi en Égypte, mais qui a migré en France à partir des années 50 et dont on retrace un petit peu l'ancrage égyptien dans cette exposition. Comment est venue l'idée d'une exposition originale comme celle-là ? Alors l'idée est venue d'une invitation du nouveau directeur du NMNM, qui n'est autre que Björn Delström, que j'avais eu le plaisir de rencontrer déjà au Maroc lorsqu'il dirigeait le musée Yves Saint-Laurent, et qui sont des affinités qui se sont créées à travers le désir du directeur, je dirais, de refaire le point et remettre à l'honneur des histoires de l'art régional, des histoires de l'art méditerranéenne, de replacer aussi le nouveau musée national de Monaco dans ses connexions
et ses affinités méditerranéennes, qui remontent encore une fois à la fin du XIXe siècle, et de par mon ancrage personnel dans les grandes villes arabes, les grandes capitales culturelles du monde arabe et du monde méditerranéen. Et donc finalement, c'est par un croisement d'affinités et de préoccupations assez urgentes que cette idée est née. Voilà, vous pouvez découvrir à votre tour Monaco-Alexandrie, le grand détour, dès maintenant à la Villa Sobert. Morad Montazami, merci. Merci à vous. Restons dans le domaine culturel avec le deuxième spectacle du Monaco Dance Forum. Hamlet a été présenté à la salle Garnier mercredi soir par une compagnie de danse italienne qui a pour nom Imperfect Dancer Company. Reportage de José Sacré. Deuxième invité du Monaco Dance Forum, Imperfect Dancers Company, une compagnie de danse basée à Pise, en Italie, qui depuis sa création en 2009 a pris le devant de la scène de la danse contemporaine en remportant des prix prestigieux et une reconnaissance internationale. On pense que la vraie perfection réside dans l'imperfection. Donc nos danseurs sont tous différents et leur imperfection, ça les rend uniques et en même temps parfaits. Dirigé par Walter Mateni et Ina Brooks, également danseuse, Imperfect Dancers Company a offert au public du Monaco Dance Forum une version sombre et poignante de Hamlet. Nous, on a choisi de raconter l'Hamlet en partant d'une jeune fille du présent, qu'elle a vécu la même histoire qu'Ophélie. À travers le bouquin, elle essaye de comprendre ce qui est passé et comment faire pour changer les choses, pour sauver ce qui est possible, pour résoudre son dilemme. Et de là, en lisant, dans son imagination, elle rencontre les personnages. Donc, petit à petit, elle essaye d'interagir avec eux pour comprendre, pas pour changer l'histoire d'Hamlet, que c'est celle-ci, c'est immutable, mais pour changer son histoire à elle. Prochain spectacle dans la salle Prince-Pierre du Grimaldi Forum demain avec un ballet présenté par la compagnie Hervé Koubi intitulé « Ce que le jour doit à la nuit ». Christina, on vous retrouve pour la météo. Quelles sont les prévisions pour demain ? Eh bien, le ciel, Fabien, sera en grande partie dégagé. De belles éclaircies ce vendredi, malgré quelques passages nuageux. Tout au long de la journée, il soufflera une légère brise. Le thermomètre affichera 8 degrés le matin et 15 degrés l'après-midi. L'eau de mer sera à 16 degrés. Le soleil se lèvera à 7h56 et se couchera à 16h55. Demain, nous fêterons les Gaëls. Et nous fêterons les Gaëls. Merci, Christina. Les photos du jour de Manuel Vitali sont consacrées à la victoire de Monaco en basket hier au soir en Lituanie en Euroleague. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. On se retrouve vendredi 19h. Très bonne soirée ou très bonne journée si vous nous regardez en replay. Dans tous les cas, portez-vous bien. Au revoir.